Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les matins du Sénat. Hier, une proposition de loi visant à mieux encadrer les rave-parties était examinée par les sénateurs. Un texte adopté par la majorité de droite contre l'avis du gouvernement. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, a en effet exprimé les plus grandes réserves du gouvernement sur ce texte. Une proposition de loi qui vise à renforcer les sanctions contre les organisateurs de rave-parties qui ne seraient pas dans la légalité, en transformant notamment la contravention actuelle en délit punissable de 3 750 € d'amende et d'une peine d'intérêt général. On voit tout cela, direction l'hémicycle. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai souhaité présenter cette proposition de loi visant à renforcer l'encadrement des rave-parties, car ces dernières se multiplient sur mon département et en France depuis plusieurs années maintenant, suscitant des réactions d'impuissance de la part des maires concernés qui m'ont ainsi sollicité. Je voudrais entamer ce propos introductif par un exemple emblématique. En mars de cette année, une rave-party illégale, celle-ci, a rassemblé près de 700 personnes à Lédenon dans le Gard. Ce sont les habitants des villages aux alentours, dérangés par les nuisances sonores à 2 heures du matin, qui ont alerté les gendarmes. La rave-party a eu lieu sur un terrain privé, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du propriétaire. Les gendarmes sont donc intervenus pour les déloger. Les participants avaient emprunté des voies de défense des forêts contre l'incendie, voies exclusivement, je le rappelle, réservées aux sapeurs-pompiers, engendrant de ce fait la détérioration de ces voies. 160 conducteurs participant à cette fête ont été verbalisés par les gendarmes sur cette voie. 7 infractions liées aux stupéfiants ont été relevées, 3 pour des alcoolémies élevées, mais surtout la dégradation des lieux constatée le lendemain était éloquente. Un terrain dévasté, des déchets partout et des résidus de drogue jonchant le terrain. Devant la recrudescence de ces rave-parties, leur pratique avait déjà vu un cadre remanié en 2001, puis en 2002, avec des textes venant modifier la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. L'objectif d'alors était déjà d'optimiser la sécurité de ces rassemblements. Des rassemblements dont je rappelle simplement la définition, festifs, à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret. Les modifications prévoyaient notamment une déclaration officielle en préfecture pour les manifestations dont l'effectif prévisible dépasse 500 personnes, une déclaration devant se faire 1 mois avant la date prévue et assortie d'engagements nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. Des démarches étant à effectuer auprès des services de sécurité et de santé, avec des garanties à apporter sur le lieu choisi. Ces déclarations nécessaires et préalables n'existent pas la plupart du temps, et les maires des communes concertées m'alertent régulièrement sur l'existence d'une réelle problématique liée aux dégâts engendrés selon la nature du site et l'importance de la manifestation. À l'heure où nous évoquons systématiquement et à juste titre les sujets environnementaux dans tous nos projets de loi et dans nos travaux spécifiques en commission aménagement du territoire et développement durable, j'attire votre attention sur plusieurs points. Tout d'abord, la question des déchets générés par ces rassemblements, parfois sur des sites remarquables et protégés, à l'heure où le sujet des décharges sauvages revient régulièrement sur la table. Ensuite, sur la biodiversité menacée. Et ensuite, sur les risques d'incendie, dans un contexte de sécheresse extrême. Rappelons que mon département, le Gard, figure parmi les départements les plus concernés, à la fois par ces free-parties, mais aussi par le risque de sécheresse. À l'heure où je vous parle, des mesures de restriction renforcées sont toujours en vigueur sur les usages de l'eau, malgré les premières précipitations importantes, je dois le dire, de l'automne. Même si les rave-parties ont généralement plutôt lieu au printemps, ou même si elles sont soumises aux interdictions, au même titre que toutes les autres manifestations en période estivale, la problématique de la sécheresse s'entend bien en amont et bien au-delà des mois d'été ces dernières années, comme ce fut le cas le 2 septembre dernier à Saint-Pargoire dans l'Hérault. Au-delà de ces nuisances environnementales, n'oublions pas également la problématique des nuisances sonores pour les habitants qui sont à proximité.
La question du bien vivre ensemble, à laquelle je suis particulièrement attachée, doit également être évoquée, car vous le savez, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Je le rappelle que l'objectif de cette proposition de loi n'est pas d'interdire une quelconque free party ou de désigner des coupables, mais au contraire de susciter un débat apaisé et de mettre toutes les parties prenantes autour d'une table, les préfets, mais les maires, les organisateurs de rave-party, les gendarmes, les associations de protection de l'environnement, les syndicats et les riverains concernés. Je souhaite que nous trouvions des solutions concertées pour mieux encadrer ces manifestations quand elles sont illégales et donner enfin les moyens aux communes, dont les maires apparaissent de plus en plus démunis, face aux conséquences d'exercer un pouvoir légitime sur le territoire dont ils ont la responsabilité et de préserver un environnement et une biodiversité de plus en plus menacés. L'actualité et les projets de loi que nous étudions nous le montrent chaque jour. Pour finir, même si l'objectif premier de cette proposition de loi n'est pas de sanctionner de façon dogmatique et automatique, il apparaît que certains organisateurs, face à la légèreté des sanctions encourues, font fi des obligations. J'ai donc souhaité introduire le débat en proposant un durcissement des sanctions, frappant les organisateurs dans la foulée des préconisations de la proposition de loi numéro 864 déposée le 11 avril 2018 à l'Assemblée nationale par M. Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle. Comment renforcer ces pénalités, sanctions, pour dissuader l'organisation illégale et non déclarée de ces événements? Et comment ajuster la peine à la hauteur de l'infraction? La question du mode de sanction, terme sans doute non approprié et à définir justement lors des futurs débats, reste ouverte. Et je me félicite des échanges constructifs que nous avons déjà eus avec le rapporteur à ce sujet à l'issue des différentes auditions. Les peines actuelles n'étaient pas assez dissuasives. Les rave-parties illégales continuent à perturber certaines régions, avec leur lot de conséquences néfastes, que ce soit pour la santé des participants et, bien entendu, avec la déconnexion de responsabilité pour l'organisateur, que ce soit pour les riverains ou que ce soit pour les élus, enfin chargés de la sécurité et de l'environnement, assurant un coût considérable. Mes chers collègues, il est nécessaire d'enclencher sur ce sujet un dialogue dépassionné et d'engager des mesures strictes pour encadrer l'organisation de ces événements, quand ils sont illégaux. Nécessaire également de prévenir au mieux les nuisances et les conséquences sur l'environnement que les maires et leurs administrés doivent affronter. J'ai acquiescé les propositions d'amendements entérinées par la commission des lois et qui ont bien entendu enrichi cette proposition. Je souhaite que ce débat ira dans le bon sens, celui de la concertation, dans le respect de chacune des parties prenantes. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, derrière cette proposition de loi, il y a deux objectifs que le gouvernement partage. Le premier, c'est de mieux encadrer certaines fêtes, plus communément appelées les rave-parties, qui représentent, vous avez cité le chiffre, Monsieur le rapporteur, plusieurs milliers d'événements par an. Selon les données qui sont les miennes, ce sont 2500 événements chaque année. Selon le rapport que j'ai lu avec beaucoup d'attention, on parle de 4000, dont 3200 à moins de 500 participants. En cela, donc, ces fêtes sont souvent synonymes d'alcoolisation forte, parfois de prise de stupéfiants, et elles peuvent provoquer des dangers tant pour les participants que pour l'ordre public, comme cela a été rappelé. Elles peuvent être également synonymes de terrains saccagés et de débris laissés à l'air libre. Cet objectif, bien entendu, nous le partageons pleinement. Le deuxième objectif de ce texte, c'est de renforcer le pouvoir des maires. Vous le savez, c'est un point auquel le gouvernement est attaché. Nous croyons que les maires sont l'un des maillons les plus essentiels de la République et le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, porté par M. Sébastien Lecornu, que vous avez adopté au début de séance, reconnaît et promeut leur travail. Cependant, le texte qui nous est soumis aujourd'hui comporte plusieurs points qui retiennent notre attention en ce qu'il ne nous semble pas tout à fait répondre aux deux objectifs que je viens justement de mentionner, malgré un amendement en commission des lois qui va dans le bon sens et dont nous débattrons également. La mesure principale du texte consiste à créer un régime de déclaration auprès du maire
pour les rassemblements festifs à caractère musical devant rassembler moins de 500 participants. Cette mesure crée un certain nombre de difficultés. D'abord, elle crée un régime de police spécial, concurrent à celui du préfet pour les rave-parties, sans pour autant l'assortir des pouvoirs de police dédiés, comme ceux dont disposent les préfets en la matière. Ainsi informés de l'organisation d'une rave-party, les maires ne disposeront que de leur pouvoir de police générale pour agir. Ceci est une difficulté. Et encore une fois, j'ai bien noté qu'il y a un amendement qui prévoit également une police spéciale pour les maires, et nous aurons l'occasion d'en reparler, et je vais y revenir. Ainsi, et je le dis comme membre du gouvernement, mais aussi comme ancien praticien de ces sujets, comme ancien préfet, cette mesure risquerait d'avoir des effets pervers dommageables. Pour éviter que le préfet fasse usage des pouvoirs de police spéciale du préfet, les organisateurs de rave-party pourraient être tentés de volontairement sous-évaluer l'affluence à leurs événements et ainsi de profiter du nouveau régime moins contraignant des maires. Par voie de conséquence, s'il y a plus de participants que prévu, les maires se retourneront vers l'État et vers les préfets pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité de tous, avec une perte de temps et d'efficacité. Ensuite, je pense qu'il est important de rappeler que les rave-parties se font souvent sur le territoire de petites communes, qui pourraient être dépassées par les demandes sans avoir suffisamment de marge de manœuvre et de ressources pour préparer les rassemblements et en assurer efficacement la protection. Également dépassées, ces petites communes pourront également être amenées à solliciter l'appui du préfet ou sa substitution du fait de leur carence, potentiellement pour des événements dont l'ampleur n'aurait pas justifié un investissement lourd de la préfecture. Parmi les amendements déposés, donc j'y viens, l'un vise à conférer au maire les mêmes pouvoirs de police administrative spéciale du préfet en deçà de 500 participants. Une telle approche ne résout cependant pas les difficultés que je viens d'évoquer, puisque les maires des petites communes rurales se verront dans l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs de préparation qui sont des dispositifs extrêmement lourds, tels que prévus actuellement par la loi au-delà des 500 participants. Et donc ils se retrouveront dans l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs de préparation qui excéderont leurs moyens, et ce pour tout rassemblement déclaré, y compris mineur, puisqu'aucun seuil ne serait défini. En outre, une telle mesure créerait la situation inédite et peu souhaitable de voir cohabiter deux autorités de police administrative dotées des mêmes compétences, mais qui seraient sollicitées l'une ou l'autre à l'initiative d'un organisateur, en fonction simplement de ses prévisions de participation en deçà ou au-delà de 500 participants. Ensuite, le texte que nous examinons vise à définir une charte d'organisation des rassemblements afin d'établir une base de dialogue entre pouvoirs publics et organisateurs. Deux raisons me poussent à émettre certaines réserves sur ce point. D'abord, bien sûr, l'existence d'une telle charte ne relève pas du pouvoir législatif, mais du pouvoir réglementaire. Ensuite, cette charte existe déjà. Elle est prévue à l'article R211-8 du Code de la sécurité intérieure et son contenu a été fixé dans un arrêté du 3 mai 2002. Enfin, la dernière partie du texte consiste à créer un nouveau délit qui se substitue à la contravention de 5e classe actuellement applicable et prévue en cas de non-respect des obligations de déclaration. Il s'agirait d'une amende de 3 750 € et de travaux d'intérêt général. À nouveau, je voudrais attirer votre attention sur un point. Si nous pourrions être favorables à la création d'un délit sanctionnant le non-respect d'une obligation de déclaration d'un grand rassemblement pour sanctionner l'impossibilité faite aux autorités d'anticiper et de protéger, nous ne pouvons l'être quand il s'agit de sanctionner le non-respect d'une obligation portant sur des rassemblements de faible envergure, ce à quoi le texte de la proposition de loi aboutit. De même, pour assurer une répression efficace, un délit doit être puni d'une peine d'emprisonnement conforme à notre ordonnancement juridique actuel et permettant ainsi que soit prononcé un travail d'intérêt général dans tous les cas, d'après l'article 131-8 du Code pénal. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous l'avez compris, si le gouvernement partage sans ambiguïté les objectifs portés par cette proposition de loi et la volonté de Pascal Borriès et d'Henri Leroy de donner plus de pouvoir aux maires, le texte aujourd'hui débattu nous oblige aux plus grandes réserves. En effet, sans atteindre les effets désirés, il est à craindre qu'il engendre des effets pervers non négligeables sur les communes et s'avérer finalement contre-productif.
C'est la raison pour laquelle il est difficile pour le gouvernement de soutenir en l'état cette proposition de loi. En revanche, bien évidemment, le gouvernement sera attentif à ce que les préfets et les forces de l'ordre assurent au moins une information systématique des maires dès qu'ils auront l'information de l'organisation déclarée ou non d'ailleurs, d'une rave party. Je vous remercie. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Et à l'article 1er, j'ai une demande de prise de parole de M. Henri Cabanel pour le groupe RDSE. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Moi, je voudrais d'abord remercier notre collègue Pascal Bory d'avoir mis cette PPL à la discussion parce que c'est un véritable sujet, un véritable problème. Elle l'a dit, mais je reconnais aussi que de donner des pouvoirs supplémentaires comme le souhaite la PPL en ne donnant pas les moyens suffisants aux maires, comme l'a exprimé d'ailleurs le ministre dans ses propos, c'est une vraie problématique. Pourquoi ? Parce que, en tout cas chez moi, je ne sais pas ailleurs, mais chez moi dans l'Hérault, vous avez cité, Madame Bory, Saint-Pargoire dans l'Hérault, mais Saint-Pargoire est une commune rurale, une toute petite commune rurale, et en général, ces manifestations se font dans de toutes petites communes rurales. Et les maires, donc, n'ont absolument pas les moyens de pouvoir assumer les responsabilités qu'on va peut-être leur donner. Moi, je voudrais insister sur deux faits. D'abord, bien évidemment, qu'il faut que nous puissions trouver des solutions qui nous permettent donc de préserver en tout cas certains territoires. On a parlé de biodiversité. Moi, je sais qu'il y en a une qui s'est faite dans le département de l'Hérault avec des risques parce qu'il y avait l'eau potable de la commune qui était sur le bassin versant. Donc tout ça, il faut effectivement essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, elles ne seront trouvées, et notre collègue Pascal Bory l'a dit dans sa discussion générale, qu'à travers la concertation. Et la discussion à travers donc la volonté des parties prenantes à trouver des solutions. Pourquoi ? Mais parce que ça n'a pas été dit, ou alors je ne l'ai pas entendu, mais les rave parties, qu'elles soient à plus de 500 ou à moins de 500, il y en a très peu qui sont déclarées et qui ont une autorisation légale. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours des difficultés, et les organisateurs ont toujours des difficultés à trouver un endroit. Parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir un endroit qui leur permette donc de pouvoir s'exprimer à travers donc cette manifestation. Et je pense que le travail que l'on doit mener dans la concertation, c'est d'abord et avant tout de trouver un endroit. Bon, j'aurai l'occasion de m'exprimer sur divers amendements, mais je crois que le maître mot dans cette volonté que l'on a de discuter de cette PPL, c'est la concertation. Merci, chers collègues. Madame Benbassa a demandé aussi la parole sur cet article. Merci, Monsieur le Président. Je me suis déjà exprimée dans ce sens lors de la commission. On ne peut pas quand même continuer à tout réprimer. Les sociétés ont besoin de catharsis et les fêtes, comme les rave parties, existent depuis l'Antiquité et existent ailleurs aussi sous la forme de carnaval et autres. Alors, quel est l'intérêt ? C'est vrai qu'il faut encadrer ce genre de festivités. Il faut trouver des solutions, mais on ne peut pas empêcher les débordements. C'est la partie libérale économiquement de notre Sénat qui a élaboré ce texte. Vous savez, aux États-Unis, la fête, le festival Woodstock n'a jamais empêché les États-Unis de rester le champion du libéralisme économique. C'était pourtant le temple du sexe, de la drogue, Jimi Hendrix, etc. Mais M. Bas n'était pas encore né à cette époque. Donc, je continue à dire que les fêtes ce genre de fêtes constituent des soupapes de sécurité pour la société. M. Bas me dira que c'est de la philosophie, mais il faut un peu de philosophie pour gérer les sociétés et pas seulement la police. La police est nécessaire, mais pas dans ce genre
de fête où il faut un encadrement plus light. Deuxièmement, je finirai par vous rappeler le tragique événement de Nantes, n'est-ce pas, avec Steve Canisso, qui, lors d'une intervention pendant une technofête, s'est trouvé n'est-ce pas, dans la rivière noyée. Alors, c'est un exemple quand même dont il faut tirer les leçons, parce qu'on ne peut pas tout le temps être dans le sécuritaire, parce que le tout sécuritaire n'existe pas, parce que ça ne correspond pas au genre humain. Il faut donner, il faut laisser prise, et il faut certes trouver des solutions, mais pas de nouveau nous faire une loi avec emprisonnement, etc. Mais enfin, je ne sais pas, mettez-les aussi dans les hôpitaux psychiatriques. Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre, mais il faudrait peut-être accompagner quelques-uns de nos collègues à des rêves partis pour voir un peu ce qui se passe. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Monsieur Longeot pour prise de parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Madame Bory, mes chers collègues. Alors, c'est avec attention que je suis les débats autour de cette proposition de loi et je félicite l'auteur de cette proposition de loi, mais je souhaiterais y apporter une contribution par rapport à des événements vécus sur mon département. En effet, il peut exister et il existe une réelle problématique liée aux dégâts engendrés par ces rassemblements, de même que des dégâts engendrés par les nuisances sonores pour les habitations qui se trouvent à proximité. Mais il s'avère également, et c'est le point sur lequel je voudrais attirer l'attention du gouvernement, mais il s'avère également que les organisateurs de tels événements font parfois face à des aléas de dernière minute en raison, au dernier moment, du refus d'utilisation du site qui était pressenti ou des sites qui étaient pressentis et avaient pourtant fait l'objet d'une contractualisation et d'un accord en préfecture. Dans un tel contexte, alors, effectivement, la manifestation est trop proche pour être annulée et les organisateurs trouvent des solutions alternatives d'urgence, proches géographiquement et dans des délais brefs, en raison, je le rappelle, d'une réalisation unilatérale abusive du contrat, sans faute particulière par les organisateurs. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement, et je tiens à attirer l'attention là-dessus, mes chers collègues, qu'il faut bien entendu condamner d'un côté les excès, ça c'est une évidence, mais reconnaître parfois des situations de désorganisation involontaire et fortuite d'un autre côté. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste préciser, en entendant les différents orateurs, que l'article 1 ne crée aucun pouvoir et ne transfère aucun pouvoir au maire. C'est faux, c'est inexact en tout cas, puisqu'en réalité, il institue un régime déclaratif sur concertation avec une charte établie par les pouvoirs publics. L'article 2, tout est dans l'article 2. Lorsqu'un maire constate un délit ou par le fait de refuser une manifestation et que cette manifestation donne naissance à un délit, il a le devoir, le droit, c'est pas avec ses moyens qu'il agit. Il a le devoir non seulement d'informer la gendarmerie ou la police qui est territorialement compétente et le sous-préfet le 3/4 du temps, mais il n'y a dans cette PPL aucune création de pouvoir spécial et de transfert au maire. Justement, dans l'esprit que lui donner un pouvoir sans lui donner les moyens de l'exercer, ce serait impossible. Mais quand un maire a connaissance d'un délit, il est de son rôle d'informer les autorités compétentes, c'est-à-dire l'État, par l'intermédiaire des services de police et de gendarmerie. Donc je ne vois pas pourquoi on parle de ce pouvoir qui n'existe pas, Monsieur le ministre. Il n'y a aucun transfert de pouvoir au maire, bien au contraire. Le seul fait, c'est à la gendarmerie de constater le délit, de prendre les mesures coercitives, garde à vue, saisie, pour faire appliquer la loi. Tout simplement, ce n'est pas le maire qui agit. Et une commune même ne serait-ce que de 10 habitants, le maire n'a pas à mettre à exécution le constat d'un délit. Il ne fait qu'informer les autorités de police judiciaire compétentes. Merci. Monsieur le rapporteur, Monsieur Bonhomme a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, l'article 1, qui tend à assurer en fait l'information préalable des maires avant tout rassemblement via un nouveau régime de déclaration
pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, notamment moins de 500 personnes attendues et absence de publicité. Donc, quelle que soit la taille de rassemblement, les organisateurs devront donc présenter les documents permettant d'organiser précisément ces rassemblements. Et de ce point de vue, ça me semble une avancée. Je voudrais juste ajouter à l'adresse de notre collègue Benbassa, avec qui on a souvent l'occasion de discuter de ces sujets, que j'apprécie sa culture politique et ses références à Woodstock, naturellement, et sa justification philosophique sur la catharsis et que la société aurait besoin de défouloirs et qu'il ne faudrait pas trop les organiser, même si, pour une raison qui m'échappe, elle oublie parfois les dérapages et les dérives auxquels ça donne lieu, mais elle a présenté ça comme une mesure liée au libéralisme. Mais je voudrais dire quand même à l'inverse que je suis surpris de son interprétation, parce que l'hyper-individualisme, il est précisément dans ces manifestations où l'individu est roi et il ne supporte pas toute restriction qui viendrait limiter son droit à la fête revendiqué et qui serait forcément qualifié de liberticide. Alors, ce vitalisme débridé ne supporte pas en fait la moindre obstacle à cette expression, parce que le droit de la fête dans ce cas-là, c'est forcément une expression légitime de l'être qui se répand dans ses droits, et toute limite à ce droit serait forcément de nature autoritaire. Je crois que il faut quand même resituer un peu les choses. C'est des personnes qui ne supportent pas parfois la moindre contrainte formaliste pour organiser au mieux ces événements plutôt que les subir. Et que dans ces conditions, d'ailleurs ça fait toujours sourire parce que quand vous dites ça, toute condition posée par vous vaut les épithètes les plus disqualifiants, de rétrograde à aussi sourd aux musiques actuelles et qu'on ne comprend rien aux musiques d'avant-garde. Je me suis désolé, toutes les fêtes, chère Madame Benbassa, ne finissent pas parfois avec des dérives qu'on a pu signaler. Merci, chers collègues. Donc, nous passons à l'examen des amendements sur cet article. 2 amendements en discussion commune. Le 5, Monsieur Durin. Oui, Monsieur le Président, merci. Les rave-parties sont régies par le Code de la sécurité intérieure, dans sa partie législative, ainsi que dans sa partie réglementaire. Cette législation est donc précisément cadrée. D'une part, il existe les dispositions générales qui relèvent de la loi. D'autre part, des formalités pratiques auxquelles doivent se soumettre les organisateurs de rave-parties sont renvoyées au domaine réglementaire. En prévoyant une nouvelle déclaration auprès du maire pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, l'article 1er crée un nouveau régime déclaratif. La volonté de donner au maire la capacité d'anticiper pareille manifestation est légitime. L'esprit de dialogue et d'accompagnement qui a présidé à l'élaboration du cadre législatif en vigueur pour les rave-parties conséquentes serait appliqué ainsi aux rave-parties de moyenne importance. Cependant, afin d'assurer la cohérence de l'ensemble des dispositions relatives aux rave-parties, l'amendement que nous présentons vise simplement à aligner le régime destiné aux petites rêves sur le régime en vigueur. En effet, la précision relative au délai d'1 mois est de nature réglementaire. Il serait approprié de laisser le décret définir cette durée, au même titre que pour les grands rassemblements. Je rappelle que lorsque nous sommes passés en 2006 du seuil de 250 participants à 500 personnes, à partir duquel une déclaration est rendue obligatoire, pour mieux cibler les gros événements qui préoccupaient alors les pouvoirs publics, cette précision étant de nature réglementaire, un simple décret du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a suffi sans qu'il soit besoin de légiférer. Je signale d'ailleurs au passage que nous aurions pu également demander la suppression de l'alinéa 4 de l'article 1er, qui impose de mentionner dans la déclaration les nuisances de toute nature qui peuvent en résulter, puisque cette prescription est déjà fixée par le décret qui définit la déclaration sur les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement. Donc cet amendement vise à être pragmatique et à laisser de la souplesse au cadre législatif qui doit s'appliquer aux rave-parties. Merci, chers collègues. Le numéro 2, Monsieur Masson. Oui. Ouais, je pense que le délai d'1 mois n'est pas suffisant. Il faut quand même que, disons, une fois que la notification a été faite, les gens puissent se retourner, l'administration puisse réagir. Et je pense que ce délai est trop court parce que le temps que tout se mette en branle, finalement, il devient extrêmement difficile de pouvoir réagir. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. D'un côté, on veut supprimer le délai, de l'autre, le multiplier. Je crois que la question du niveau normatif adéquat pour les délais reçoit des réponses variables dans le Code de la sécurité intérieure. Dans l'état actuel de la PPL, je crois que le bon délai est d'1 mois. Et puis, quand elle prospérera, peut-être qu'il sera amendé. Mais dans l'état actuel, au numéro 1 et au numéro 2, avis défavorable. Monsieur le ministre.
Président. Donc, sur les deux amendements, rappelez peut-être la position du gouvernement, puisqu'en découle la position sur les deux amendements. Donc, je rappelle que pour nous, l'instauration de cette procédure, donc obligation de déclarer les rave-parties inférieures à 500 participants estimés, donc par un organisateur, renvoie le maire finalement à cette gestion dans le cadre de ses seuls pouvoirs de police générale, mais in fine, et vous l'avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, dans la vraie vie, il se retourne vers les services de l'État, il se retourne vers le sous-préfet, et ce sont les gendarmes qui vont encadrer en réalité cette rave-party. Donc voilà, ce régime ne nous paraît pas satisfaisant de ce point de vue. Et par ailleurs, j'ajoute qu'il offre la possibilité aux organisateurs, enfin aux personnes qui veulent organiser des rave-parties au-delà des 500, d'essayer de contourner le régime de police spéciale en déclarant moins de 500. Donc voilà, donc pour ces raisons, nous sommes, c'est ce que je disais dans ma déclaration, dans ma déclaration préalable, dans la discussion générale. Et donc, de fait, donc nous sommes, je comprends l'amendement l'amendement 5 de monsieur Durin, dans la mesure où effectivement ça relève du pouvoir réglementaire, mais je serais quand même défavorable, puisqu'on est défavorable donc à cet article 1er, et même chose pour l'amendement de monsieur Masson, donc avis défavorable. Merci. Donc je mets aux voix les deux amendements. L'amendement 5 tout d'abord. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 2 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 11, Madame Delattre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, le dispositif Vaillant, fixé en 2001, prévoit la responsabilisation des services de l'État uniquement pour les regroupements supérieurs à 500 personnes. Mais en Gironde, par exemple, ce sont surtout des plus petits rassemblements qui sont organisés sous forme de free party. Et dans ces situations, nous l'avons tous évoqué ici, sont les maires de la commune qui se sentent livrés à eux-mêmes. Et j'ai en mémoire les propos du maire de Salles qui a été confronté à cette situation. Lorsqu'ils souhaitent empêcher ces rassemblements, ils sont confrontés à leur manque de moyens, à leur solitude face à des groupes d'individus bien organisés. Et lorsqu'ils souhaitent au contraire permettre le déroulement de ces rassemblements dans des conditions susceptibles de satisfaire les participants, les riverains et les conditions de sécurité, ils ne peuvent là aussi parfois compter que sur eux-mêmes pour mobiliser les forces de l'ordre et la préfecture. C'est pourquoi cet amendement entend mettre en place un régime de responsabilité partagée entre les maires et l'État, les maires ayant la charge de la concertation et de l'information, les services de la préfecture de l'intervention si nécessaire pour garantir la sécurité de ces manifestations. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, le maire peut déjà informer le préfet et on peut penser que c'est d'abord l'appui des forces de l'ordre dont il a besoin, le maire. Surtout, l'amendement fait référence au L de 2215-1 du Code général des collectivités locales qui prévoit que le préfet peut se substituer au maire défaillant pour assurer la salubrité, la sûreté, la tranquillité publique. Il est difficile d'écrire dans la loi que le maire peut invoquer sa propre carence pour faire intervenir le préfet. Surtout, le régime de déclaration tel qu'il est mis en place ne crée pas de nouvelles responsabilités pour le maire. Il n'y a donc pas à prévoir de responsabilité partagée. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, avis défavorable exactement pour les mêmes raisons que celles que vient d'évoquer Monsieur le rapporteur. Donc, on inverse un peu un principe législatif fondamental qui est le pouvoir de substitution du préfet en matière de police en cas de carence. Donc voilà, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être évoquées par Monsieur le rapporteur, avis défavorable. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 11 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 14, Madame Duranton. Oui, merci Monsieur le Président. Donc le niveau sonore des rave-parties qui ne peut excéder le niveau envisagé par la loi est un véritable problème, tant pour les participants que pour le voisinage, et sa lisibilité est vraiment essentielle. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je voudrais... Madame Duranton a parfaitement raison, mais comme le note l'objet de l'amendement, le niveau sonore de rassemblement doit être respecter les prescriptions légales en la matière. S'agissant du niveau sonore envisagé et de la mise en place d'un affichage en temps réel, il paraît préférable de laisser ces questions à la charte, qui doit être élaborée en concertation avec les pouvoirs publics. Avis défavorable, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Avis défavorable également. Avis défavorable. Donc oui, Monsieur Bonhomme.
Oui, je comprends la position de notre rapporteur. Simplement, je voudrais dire à Monsieur le ministre et surtout au ministre de la Santé, en quelque sorte, que cette question des décibels n'est pas une petite histoire. Parce que autant pour les appareils ou dans les discothèques ou pour les appareils type MP3, c'est limité à un nombre de décibels. Les discothèques, je crois que c'est 105 décibels ou 102. OK. Sauf que là, on se met en situation à ce que des jeunes se retrouvent, malgré eux, parfois, soumis à des enceintes qui sont hors normes, parce qu'il faut voir les machines, qui se retrouvent à être à 2 mètres, à 3 mètres d'enceintes gigantesques qui vont produire des décibels. Il suffit d'une exposition d'un quart d'heure pour avoir des atteintes irréversibles au niveau de l'oreille. Avec des jeunes que vous retrouvez de plus en plus à se retrouver handicapés à vie. Tout ça pour avoir suivi un groupe et l'effet grégaire aidant avec un handicap à vie. Donc je voudrais juste signaler ça parce que c'est un sujet malheureusement qui n'émerge pas souvent et j'aimerais que les pouvoirs publics, si j'ose dire, n'y restent pas sourds. Merci. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'amendement 14 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après cet article 1er, l'amendement numéro 1, Monsieur Grand. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement, alors, Monsieur le Ministre, vous avez déjà répondu aux 2 premières parties de mon amendement. Je voudrais simplement aborder la dernière partie de l'amendement qui concerne les rassemblements non déclarés en milieu rural. Les forces de gendarmerie sont particulièrement mobilisées pour sécuriser les lieux. Il apparaît donc logique, dans ce cas-là, de mettre à la charge des organisateurs les frais liés aux services d'ordre effectués au-delà des obligations normales incombant à la puissance publique. Dans une vie antérieure, Monsieur le Ministre, j'ai été élu sur le Larzac, mais élu dans l'Hérault, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Henri Cabanel concernant Saint-Pargoire, commune chère à Agnès Constant, notre collègue, nous avons aussi, bien naturellement, dans ce département, de nombreuses rave-parties sauvages. Moi, je trouve quand même qu'on demande à des organisateurs un certain nombre de frais de sécurité. Une rave-party non déclarée, il faudrait quand même qu'il y ait une petite facture qui arrive, parce que ça, c'est plus acceptable. Je rappelle quand même, pour notre excellente collègue, que les rave-parties, c'est quand même très souvent un lieu où il y a beaucoup de drogue, et naturellement un usage immodéré des boissons. Donc la responsabilité des pouvoirs publics est quelque part engagée par ceux qui l'organisent, et si en plus ils ne déclarent pas, je pense, Monsieur le Ministre, qu'on pourrait faire l'effort de leur demander une participation. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Alors, puisque M. Grand a escamoté de 2 parties pour rester sur la 3e, je voudrais juste répéter, parce que ça me paraît extrêmement important, le texte de la Commission des lois met en place un régime de déclaration simple, Monsieur le Ministre, qui permet l'information du maire 1 mois avant la tenue d'un rassemblement, mais ne lui confère pas du tout de nouveaux pouvoirs de police et donc pas d'obligations supplémentaires. Par rapport à ce qui existe déjà, modifier cet équilibre implique plus le maire en droit sans lui donner plus de moyens en fait. Il n'est donc pas possible d'être favorable à cet amendement. D'autre part, l'amendement de M. Grand impute aux organisateurs des frais de sécurité liés à l'organisation de leur rassemblement. Si cette mesure peut sembler tout à fait logique, et j'y adhérerais si j'étais pas rapporteur, mais elle n'est pas applicable en pratique pour une activité qui reste dans la sphère des spectacles amateurs. Ce serait donc là ouvrir une nouvelle cause de tension avec les organisateurs sans pouvoir espérer récupérer les sommes demandées. Donc avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, donc pour les mêmes raisons que le rapporteur, d'abord sur la première partie de votre amendement, Monsieur le sénateur Grand, on impose aux communes des obligations qu'elles ne seront jamais en mesure de réaliser. Enfin, ça veut dire une concertation, une discussion avec un organisateur, prévoir, valider son dispositif de sécurité, lui imposer des prescriptions, le cas échéant interdire. Voilà, ce sont des pouvoirs qui sont un peu exorbitants par rapport aux capacités de certaines petites communes. Là où, généralement, en réalité, ils se retournent vers les services de l'État. Et deuxièmement, pour ce qui est de faire
de facturer finalement les services des forces de l'ordre. Ce sont généralement des manifestations à but non lucratif, donc nous ne sommes pas dans le cadre des textes qui prévoient ce type de facturation, tout simplement. Et les forces de l'ordre interviennent d'ailleurs moins elles interviennent plus pour des nécessités de sécurité publique, d'ordre public, et elles sont dans le cadre de leur mission générale de sécurité, malheureusement. Mais ces missions sont effectivement exercées. Tout à l'heure, j'entendais monsieur le sénateur Durin évoquer une rave party qui s'est déroulée dans les environs de Nantes, qui a mobilisé quand même, monsieur le sénateur, sachez-le, 120 gendarmes, avec de nombreux contrôles qui ont été effectués et de nombreuses verbalisations. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Grand. Oui, monsieur le ministre, si notre collègue Pascal Bory a déposé cette proposition de loi, c'est que le problème existe. Vous avez raison de dire que ce n'est pas lucratif, mais moi j'ai quand même des yeux ouverts. Quand vous voyez arriver des grands camions pleins de bière qui distribuent, il y a quand même un commerce sur place, hein, et je parle que de la bière. Que de la bière. Donc moi je crois quand même que là il ne faut pas qu'on soit naïf. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Les organisateurs ont les moyens de payer les gendarmes. Ils ont les moyens de faire plein d'autres choses. Ils arrivent avec une organisation de professionnels, bien souvent, qui dure en plus plusieurs jours. Et là, ils ne pourraient pas payer 10, 15, 20 000 euros pour des gendarmes. Non mais attendez, à qui on fera croire ça? Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Juste une précision, monsieur le ministre. Puisque ça deviendrait un délit, forcément avec confiscation, en valorisant la confiscation, il y aura les moyens de payer à qui de droit les sommes qui seraient à récupérer. Merci. Monsieur Gay, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, je ne viens pas sur le fond de la proposition de loi. Madame la Présidente Assassi a dit ce que nous en pensions. Mais le risque, lorsqu'on ouvre un débat comme ça, c'est la surenchère d'un certain nombre de questions, et parfois irréalistes. Donc, je prends cet amendement de notre collègue Monsieur Grand. Si il n'y a pas d'organisateur déclaré, à qui on va envoyer la note? Non mais je vous pose la question. S'il n'y a pas d'organisateur déclaré, à qui vous envoyez la note? À personne. L'autre amendement, je ne suis pas intervenu avant, sur la question des décibels, qui est une vraie question. Mais lorsque vous organisez, et j'en sais quelque chose, j'ai organisé un festival autorisé, qui est la fête de l'humanité, vous voyez, la plus grande fête populaire, ben je sais que ça vous déplaît. Bah si, 600 000 personnes par an, c'est la plus grande. Mais j'en viens sur un mot. Sur cette question de plein air, déjà, pour afficher les décibels, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, y compris, nous n'avons pas la technique. Je vous le dis. Donc, pensez qu'un petit rassemblement qui réunit quelques centaines ou quelques milliers de personnes dans les conditions dans lesquelles ils se réunissent va le faire, c'est inapplicable. Vous voyez, donc j'ai envie de dire, dès qu'on a ce style de proposition de loi qui peut poser un certain nombre de choses qui existent et qui sont une réalité. Mais aujourd'hui, on a l'arsenal législatif pour le faire. De quoi nous manquons aujourd'hui, en réalité? Des moyens pour le faire appliquer. Des gendarmes, c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et ça, j'ai envie de dire, mes chers collègues, vous pourrez faire toutes les propositions de loi les plus répressives que vous voulez. Et on pourra faire des surenchères toutes les semaines, se réunir ici toutes les semaines, avoir des amendements encore plus répressifs pour nous expliquer que quoi qu'il arrive, nous irons au bout du bout du bout. Nous enverrons même des notes de frais à des gens qui n'existent pas. Mais nous n'y arriverons pas si nous n'avons pas le vrai débat qui va nous occuper pendant un mois dans cet hémicycle, qui est en réalité le budget de la France et des moyens que nous mettons dans nos services publics, et notamment en termes de gendarmerie, pour faire respecter les choses. Parce que oui, lorsqu'un terrain privé est envahi, oui, il y a problème. Mais aujourd'hui, c'est déjà dans la loi. Et vous pouvez déjà le faire appliquer. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas les moyens, que la personne seule se retrouve face à des centaines, voire des milliers de personnes, et que les gendarmes, quand ils y arrivent, c'est déjà fait, et ils sont parfois 2 ou 3. Donc ils ne vont pas à 3 faire respecter la loi. C'est ça le problème que nous avons.
Mais on a un faux débat, je vous le dis. Donc allons au bout, c'est ma seule et dernière intervention, ma seule et unique. Continuons à avoir des amendements plus répressifs, plus farfelus les uns que les autres, et nous voterons contre à la fin. Parce que déjà, dès que nous aurons fini, cette loi sera inapplicable. Merci, chers collègues. Merci, mes chers collègues. Monsieur Bonhomme, pour explication de vote. Oui, moi je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt notre collègue. En substance, il reprend l'argument de Mme Benbassa. On ne peut pas échapper au débordement. Voilà, ça serait consubstantiel à ce type de pratique. Et parce que ça serait difficile, on devrait renoncer. C'est quand même un drôle de raisonnement. Parce que là, je ne vois aucun élément qui viendrait limiter ou essayer d'organiser un petit peu ce phénomène qui aujourd'hui n'est pas organisé. Alors, l'objet du texte, c'est précisément de faire rentrer ces phénomènes dans la légalité. Mais je suis surpris parce que quand on se tourne vers ce côté de l'hémicycle, c'est toujours il suffit de vouloir et compagnie. Et là, bizarrement, il n'y a plus de volonté politique qui tienne. On devrait entériner et valider une situation. On devrait valider une situation et dire amen. Je suis désolé. Et quand je vois, tout à l'heure, on va en discuter, on essaie de mettre le label du ministère de la Culture pour y donner un vernis culturel, je crois que ce type de légitimation est précisément dangereux, parce que c'est quand on tient un discours un tout petit peu, excusez-moi, démagogique en disant que c'est une fête comme une autre, il faut bien s'organiser, il faut bien faire la fête et compagnie, et qu'on refuse de voir les conséquences, je trouve que c'est une façon aussi d'aggraver le phénomène. Merci, chers collègues. Allez, Monsieur Fouché, pour explication de vote. Un tout petit mot simplement. Pardon, c'est M. Fouché qui a la parole. Il est clair que lors d'une manifestation de ce genre, on a beau mettre des normes en ce qui concerne les décibels, il est impossible de contrôler les décibels qui nécessairement seront dépassés. Ça ne peut pas être autrement. Je mets aux voix l'amendement 1 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement qui est pour. L'auteur au moins peut-être. Il est retiré. Donc, il est retiré. Donc nous passons à l'article 1er bis, l'amendement 6, M. Durin. Pardon. Monsieur Ginet. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En proposant d'associer le ministère de la Culture à l'élaboration de la charte, notre amendement semble proposer un ajout mineur. Mais en réalité, il n'a pas qu'une portée symbolique. Il vise à développer des capacités de médiation et éviter les oppositions frontales. On constate depuis l'origine que le problème des rave-parties a principalement été abordé sous l'angle sécuritaire et non comme un événement culturel et artistique. Depuis 1981, le ministère de la Culture a connu des évolutions importantes dans l'exercice de ses missions et la notion de culture s'est considérablement élargie. Des formes d'expression jugées mineures ou réservées à certaines catégories sociales, considérées comme plus ou moins marginales, ont été reconnues comme légitimes. La musique techno est aujourd'hui bien identifiée comme une expression musicale à part entière qui mérite l'attention des pouvoirs publics. La production de la musique électronique se réinvente au gré de l'évolution des nouvelles technologies. En matière économique, elle représente 17% des musiques actuelles. On aurait donc pu imaginer une implication importante du ministère de la Culture sur la question des rave-parties. Force est de constater une situation inverse. Depuis le début, nous avons bien assisté à un phénomène de captation de ce problème par le ministère de l'Intérieur et la mise à l'écart du ministère de la Culture. Ce désengagement quasi total du ministère de la Culture est une anomalie. Un tel processus n'est pas neutre sur la manière d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La remise en jeu du ministère de la Culture n'est donc pas neutre. Dans certains cas, ce ministère a joué un rôle de médiation utile entre les groupes de musique électronique animant les raves et les autorités politiques. Nous pouvons citer en exemple ce qui se passe en Bretagne et dans la région limitrophe des Pays de la Loire. Bien avant la charte visée par l'article 1er de la proposition de loi, des livrets à l'usage des démarches de concertation ont été élaborés. Dans ces territoires qui sont les plus vivants en matière de rave-party et qui ont été des terrains d'affrontements violents entre les forces de l'ordre et les teufeurs, l'engagement du ministère de la Culture et d'une multitude d'acteurs culturels publics et associatifs démontre qu'une autre voie est possible pour traiter la question des rave-parties. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, pour répondre, effectivement, c'est la délégation interministérielle de la jeunesse qui est en pointe sur le sujet avec le ministère de l'Intérieur. Mais effectivement, c'est vrai que le ministère de la Culture peut jouer un rôle. Donc moi, je donnerai un avis favorable, Monsieur le Président. Si, Monsieur le Ministre.
Monsieur le Président, donc j'émettrai forcément un avis défavorable puisque nous ne sommes pas favorables au texte et que par ailleurs cette précision relève du domaine réglementaire. Donc voilà. Cela étant, y compris dans le cadre du pouvoir réglementaire, ça s'étudie effectivement. L'association du ministère de la Culture à l'élaboration de la charte, qu'on ait un triple signature. Pourquoi ? Parce que le but qui est le nôtre en matière de rave party, c'est de faire en sorte que les organisateurs respectent le principe même de la déclaration, adhèrent à cette charte. C'est vrai que c'est pas facile, c'est compliqué. Et la mobilisation du ministère de la Culture, et je rejoins en tout point monsieur le rapporteur, pourrait être un plus. Encore une fois, j'émets un avis défavorable à cet amendement parce que ça relève du pouvoir réglementaire, mais je prends bonne note de l'observation qui a été faite au nom du gouvernement. Merci, monsieur Bonhomme. Oui, moi je crois qu'on prend des circonvolutions, on se contorsionne pour essayer de ne pas paraître contre les jeunes, parce que c'est ça, la discussion. Franchement, la question première, c'est celle du ministère de l'Intérieur concernant les conditions de sécurité, du bon déroulement de ces manifestations. Il ne faut pas essayer de se tortiller là pour expliquer que c'est culturel, que c'est la musique d'avant-garde. Ce n'est pas le problème de la musique qui est en cause. Ce n'est pas la nature de la musique qui est diffusée qui est en cause. Ce n'est pas ça du tout. C'est le niveau sonore. À ce moment-là, comme je l'ai dit, on pourrait convoquer le ministère de la Santé. C'est aussi l'atteinte à l'environnement par rapport aux dévastations des zones qui sont occupées illégalement. Ça, c'est oui, on pourrait multiplier. Le premier souci, c'est d'avoir un régime déclaratif qui soit strictement encadré pour que ça se base dans de bonnes conditions. Et je dis à ma collègue Benbassa que malheureusement, vous voyez, c'est des jeunes et malheureusement, Greta Thunberg n'a pas encore produit tous ses effets quand on trouve des champs dévastés. Merci, cher collègue. Monsieur Cabanel, pour explication de vote. Oui, merci, monsieur le Président. Je voudrais remercier le rapporteur qui a compris tout l'intérêt qu'il y avait à associer le ministère de la Culture, parce qu'effectivement, plus il y aura de parties prenantes autour de la table et plus on arrivera à trouver des solutions. Quant aux arguments de notre collègue Bonhomme sur la problématique du son, effectivement, c'est une problématique, mais s'il était un petit peu plus au courant de ce qui se passe dans ces fêtes-là, ils mettent des protections quand même. Et effectivement, au-delà de ces manifestations, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a les boîtes de nuit, il y a les casques audio, et je dirais même, il y a aussi, si vous avez assisté à un Grand Prix de Formule 1, c'est au pareil aussi, il y a des problèmes de bruit. Donc je ne pense pas que ça soit un argument essentiel sur ça, mais l'argument essentiel, effectivement, de mettre autour de la table le ministère de la Culture, c'en est un, donc je voterai pour cet amendement. Monsieur le rapporteur. Oui, moi je salue le travail de M. Cabanel qui s'est investi longuement pendant de nombreux mois auprès des élus, auprès des sous-préfets, auprès de toutes les institutions sur ce sujet et qui, devant l'ampleur de la tâche, n'a pas renoncé, mais je dirais à différer les décisions qu'il fallait prendre. Car aujourd'hui, on est dans l'illégalité totale et le gouvernement s'en accommode. C'est quand même préoccupant. Quand on met 3 administrations, pour revenir à la demande pour laquelle je suis favorable, mais quand on met 3 administrations pour sortir une charte, il est peut-être à craindre qu'on ne sorte jamais la charte. Merci. Alors donc, je mets aux voix l'amendement 6 avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. L'amendement 9, Madame Delattre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À l'initiative de notre rapporteur, l'article 1er bis a été introduit en commission afin de prévoir la rédaction d'une charte pour la bonne organisation des rave-parties. Comme l'a souligné notre collègue Henri Cabanel, un guide de la médiation avait en son temps été rédigé de façon interministérielle sous le pilotage du ministère de la Jeunesse de l'époque, en dialogue avec un panel d'organisateurs. Il serait efficace que cette charte s'inspire de ces travaux antérieurs qui ont permis quelques avancées sur le terrain. L'amendement que nous vous proposons, à travers ce texte, vise à associer les maires qui sont en première ligne à la rédaction de cette charte afin que leurs difficultés concrètes soient entendues et prises en compte. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, mes chers collègues, effectivement, le Sénat est bien la Chambre des communes, donc je serai favorable à associer les maires, bien sûr. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, défavorable, puisque donc, nous ne sommes pas favorables à cet article 1 bis, étant précisé, Monsieur le rapporteur, que la charte existe.
J'ai lu dans le rapport, j'entends dans les débats, la charte existe depuis 2002. Il faut le rappeler. Voilà. Donc, avis défavorable en tout cas. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 9 avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 2, l'amendement 7, Monsieur Durand. Merci, Monsieur le Président. La Commission a réaménagé le volet répressif de l'article 2 de la proposition de loi. En étendant la possibilité de saisie du matériel de sonorisation et en créant un nouveau délit, la Commission envoie un message contradictoire. En effet, il n'est pas très cohérent d'avancer que l'on souhaite coopérer en amont avec les organisateurs et dans le même temps les mettre sous répression pénale en transformant la contravention en vigueur en délit. Les organisateurs savent très bien que le régime de la déclaration est un régime d'autorisation déguisé. La pratique a suffisamment démontré cette réalité. Pareille option, si elle venait à être retenue par le Sénat, risquerait de se retourner contre les élus locaux. Comme ils auront tendance à considérer que les conditions ne sont pas suffisamment réunies, ils pourront s'y opposer. Or, notre rapporteur a rappelé à plusieurs reprises que le présent texte ne créait aucun pouvoir de police du maire. Ce texte n'instaure qu'un régime de déclaration simple, sans possibilité de refuser le récépissé. Tel Ulysse attaché au mât de son navire, le maire pourra écouter le chant des sirènes, même s'il est trop inconfortable, Monsieur Bonhomme, sans pouvoir agir. Vous conviendrez qu'il s'agit d'une position, là aussi très inconfortable, pour répondre aux sollicitations de leurs administrés. Du côté des initiateurs de la manifestation, tant que ces derniers éprouveront le sentiment qu'en jouant le jeu du régime déclaratoire, ils risquent de se faire piéger davantage, ils ne pourront qu'être incités fortement à choisir la clandestinité. La question porte essentiellement sur les petites rêves. Nous ne disposons pas de statistiques précises pour connaître l'ampleur du phénomène. Notre rapporteur a rappelé que les enquêtes connues sont anciennes et les chiffres peu fiables. Nous légiférerons donc à l'aveugle, alors qu'il existe déjà tout un arsenal juridique pour que les maires et le préfet traitent les petites rêves. Rehausser au niveau de la loi les mesures réglementaires existantes et renforcer les sanctions n'apporterait aucune plus-value. Au contraire, ainsi que l'exprime le Conseil d'État qui dénonce régulièrement les effets de l'intempérance normative, une telle mesure sera une source d'instabilité et de complexité qui, sur le terrain, pourrait bien se retourner contre les maires. Face à leur sentiment d'isolement et l'incapacité d'agir, les maires demandent au contraire à être mieux entendus et mieux accompagnés dans leur pouvoir de police lorsque des rassemblements festifs à caractère musical sont organisés sur le territoire de leur commune. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de pouvoir de police du maire, j'ai dit qu'il n'y avait pas de pouvoir spécial de police du maire. On sait que la situation actuelle qui réprime l'interdiction des manifestations par une contravention de 5e classe a fait la démonstration de son incapacité à fonctionner. Le fait de le passer en délit donne des pouvoirs aux services de police et de gendarmerie pour faire respecter la règle. Aujourd'hui, tout est bloqué, on l'a dit, 3200 manifestations qui ne nécessitent pas de déclaration au préfet, seulement 70 condamnations pour les 800 qui obligent les organisateurs à déclarer au préfet 2 récépissés délivrés sur 800, 70 condamnations à 436 € d'amende. Mais aujourd'hui, c'est une inefficacité absolue. Le fait de passer en délit donne des prérogatives aux forces de sécurité. Garde à vue, saisie, etc. Et donc, faut-il accepter que les lois ne soient pas respectées? Le fait de passer en délit donne les possibilités de faire respecter la loi. Merci. Donc, avis défavorable sur l'amendement. Monsieur le ministre. Concernant cet amendement, Monsieur le Président, donc tout à l'heure le rapporteur rappelait, on a à peu près 70 condamnations par an, donc dans le cadre contraventionnel. Donc nous ne sommes pas favorables à une disposition qui propose de transformer en délit l'actuelle contravention de 5e classe. Enfin, la peine d'emprisonnement étant d'ailleurs la peine de référence du principe en matière délictuelle, elle n'est pas prévue ici. J'attire l'attention par ailleurs sur le fait que, attention, le fait d'avoir une transformation d'une contravention en délit n'emporte un certain nombre de prérogatives pour policiers et gendarmes, notamment en matière de garde à vue, en matière de procédure accélérée, que dans la mesure où il est prévu des peines de prison qui sont prévues d'un certain quantum de surcroît. Donc l'effet utile ne serait pas atteint. Donc nous sommes favorables à cet amendement dès lors que c'est un amendement de suppression.
Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 7 avec un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 3 n'est pas défendu, il tombe. L'amendement 13, Madame Duranton. Merci Monsieur le Président. Oui, donc la lutte contre l'organisation des rave-parties sauvages doit passer par des prévisions de sanctions à même de dissuader effectivement les organisateurs potentiels de ces événements. Cet amendement propose donc d'augmenter l'amende prévue sans pour autant la rendre équivalente aux peines encourues pour des faits plus graves. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, le montant fixé actuellement est cohérent par rapport aux autres peines de même niveau dans le Code pénal. Donc retrait ou avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Avis défavorable. Merci, Madame Duranton. Donc je vais le retirer. Il est retiré. Merci. Donc l'amendement 4 n'est pas défendu, il tombe. Amendement 12, Madame Duranton. Donc les rave-parties réunissent des participants venant parfois de loin et prévenus longtemps en amont sur les réseaux sociaux. La communication sur celles-ci s'organise, en effet au mépris de la loi par le maintien d'une imprécision sur les lieux de rendez-vous, souvent en les modifiant en dernière minute. Il convient donc d'encadrer ce canal en ne permettant pas la diffusion d'informations sur la tenue d'une rave avant l'agrément préfectoral ou municipal. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Surtout, le nouveau délit a une rédaction beaucoup trop large qui ne permet pas de le caractériser suffisamment au regard du principe de l'égalité des délits et des peines et pourrait toucher en l'état non seulement les organisateurs, mais aussi la presse et les autorités publiques elles-mêmes. Cet amendement risque donc de ne pas atteindre sa cible. De manière plus pratique, c'est au pouvoir public, quand ils l'interdisent, de rendre la décision publique. Et il convient que les maires soient appuyés par les services de police et de gendarmerie pour assurer la prévention du rassemblement illégal. Retrait ou défavorable? Merci, Monsieur le Ministre. Défavorable, j'imagine. Avis défavorable, d'autant qu'il n'y a pas forcément d'agrément dans l'ensemble des régimes. Voilà, défavorable. Madame Duranton. Donc je le retire. Vous retirez. Merci. Donc je mets aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 3, l'amendement 8, Monsieur Durand. Défendu. Monsieur le rapporteur. Bien, écoutez, cette mesure amendée par la Commission des lois paraît adéquate et proportionnée. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre, avis favorable? Favorable s'agissant de l'amendement de suppression. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 8 avec un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Sur l'amendement, hein. Nous sommes sur l'amendement. Donc attendez, avis favorable donc, du Gouvernement, défavorable de la Commission. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 10, Madame Delattre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans cet article qui vise à renforcer le volet répressif pour les événements ne respectant pas la décision municipale d'interdire la rave-party, il est prévu la confiscation pénale du matériel ayant permis de réaliser l'infraction en étant le produit. Cette confiscation est réalisée par les services de la mairie. Cet amendement prévoit donc que les frais ne soient pas à la charge de la commune, mais de la personne morale déclarée responsable pénalement. Surtout que souvent ce matériel est hors norme et demande la mobilisation de camions et de beaucoup de bras pour les transvaser. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, je comprends parfaitement cet amendement. Cependant, la valorisation des biens confisqués permet de récupérer les frais engagés. Il ne me paraît donc pas nécessaire de prévoir cette mesure. Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Avis défavorable, Monsieur le Président. Défavorable. Donc je mets aux voix l'amendement 10 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Durand. Oui, merci, Monsieur le Président.
les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Et malheureusement, nous n'avons pas trouvé, malgré le travail du rapporteur, et sans nier les difficultés qui sont liées à l'organisation des rave-parties, et un certain nombre de points ont été relevés en matière sanitaire, en matière d'atteinte à la propriété, en matière de dégradation, en matière de coûts pour les finances publiques s'agissant de la sécurité. Nous considérons que ce texte n'est pas utile en l'état actuel du droit, en ce qu'il ne modifie pas suffisamment la législation et pas dans le bon sens pour permettre d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, et que surtout il est même de nature à être contre-productif. Les organisateurs de rave-party, quel numéro de téléphone? On l'a vu tout à l'heure sur la question de l'amende. Qui contacter, sachant que ces mouvements sont spontanés, autonomes, toujours à la limite de la clandestinité. On l'a rappelé en commission lors de nos débats, la législation sur les rave-parties, elle a été progressive, elle a été très délicate. On est sur un sujet qui est d'une extrême sensibilité, avec des gens qui n'ont pas manifestement envie de lever le doigt tout de suite pour attirer l'attention sur les manifestations qu'ils ont envie de monter. Donc risquer, en aggravant les peines, en complexifiant le sujet, de voir ces organisateurs préférer opter directement pour la clandestinité plutôt que pour la déclaration, nous paraît un risque assez sérieux. Il y a aussi le sujet des maires, puisque on risque de charger la barque des maires malgré tout. On a bien compris les intentions du rapporteur et de la commission, mais il nous semble que pour toutes ces raisons, vraiment ce texte n'est pas opportun. On a un système qui mérite de la délicatesse, du contact. C'est pour ça qu'on a proposé la médiation du ministère de la Culture. Dans certains cas, il faut plutôt qu'on avance dans le dialogue, davantage que dans la répression. C'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre le texte. Merci, Monsieur Cabanel, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et chers collègues. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet quand même qui doit être débattu parce que aujourd'hui, sur les territoires, malheureusement, les maires subissent ces manifestations avec donc toutes les pollutions, notamment liées à tout ce qui est sonore. Je suis d'accord que sur la concertation, bien sûr, pour moi, c'est l'essentiel. Qu'il faille en amont travailler avec les collectifs, parce que les collectifs, j'en ai rencontré sur mon territoire, j'ai travaillé avec eux, avec la volonté du sous-préfet de l'Odève, avec donc des maires qui sont courageux pour proposer des terrains, notamment, et je veux le citer ici, le maire d'Agnan, une commune de l'Hérault. Nous avons fait une réunion avec les services de santé, les services des pompiers, les services de la gendarmerie. Nous sommes montés sur un territoire et sur un terrain que proposait le maire, où se déroule tout un tas donc, de manifestations illicites. Et là, après donc, une discussion entre nous, ce qui a manqué, c'est le courage de tous d'avoir la volonté d'assumer la responsabilité de l'organisation d'une manifestation licite. Parce qu'il y avait toujours un paramètre qui n'allait pas. Les pompiers qui disaient c'est trop près des bois. La gendarmerie qui disait il y a des accès qui ne sont pas conformes et on a un problème de sécurité. Donc on se trouve confronté donc, avec des collectifs qui veulent organiser mais qui ne trouvent pas de terrain. Et je le répète, je pense que la problématique, elle est là. Il ne s'agit pas d'avoir des propositions répressives si toutefois on est dans l'incapacité, à un moment donné, de s'entendre en amont pour trouver des endroits qui leur permettent, sans gêner ni les uns ni les autres, de pouvoir réaliser leurs manifestations. Donc dans ce cadre-là, je comprends que c'est difficile de trouver les arguments et les propositions qui pourraient convenir aux uns et aux autres, mais je le répète ici, je pense que c'est dans la concertation en amont qu'on arrivera à trouver des solutions avec les collectifs et pas sans les collectifs. Donc sur cette PPL, je m'abstiendrai. Merci, cher collègue. Madame Bory. Oui. Pour reprendre une fameuse phrase de Victor Hugo, je pourrais dire que tout un chacun, y compris les participants à une rave-party, ont le droit à la liberté d'aimer leur musique, comme d'autres aiment effectivement la musique classique ou le rock ou d'autres styles culturels.
Mais tout un chacun, y compris les participants à une rave party, n'ont pas de droit sur la liberté. Or, lorsque cette liberté, Monsieur le ministre, a un caractère, je dirais, licencieux, il est indispensable d'en définir les limites. Et c'est tout l'objet de cette proposition de loi. Et avec des propositions que vous en fait le rapporteur, c'est justement d'apporter des limites, de définir davantage ces limites, tout en permettant une information au maire. Non pas un pouvoir, comme vous le craignez, mais une information. Une information et qui permet, en plus, à ce maire aussi, de se retourner vers les forces de l'ordre qui ne cessent de nous demander, justement, parce que j'ai bien entendu certains propos de mes collègues qui indiquaient qu'on manquait de moyens, que les forces de l'ordre manquaient de moyens. Et ça sera un débat que nous aurons très prochainement, et je crois qu'il est important. À ce sujet, je pourrais redire, parce que bon, j'ai pas levé le doigt pour faire avancer le débat quand même plus rapidement, mais qu'en matière d'amendement, je pense que on a peut-être, enfin, on n'a pas l'amendement, je pense que vous avez pas on n'a pas le monopole, si vous voulez, des amendements qui sont peut-être les plus incohérents. On peut vous en remettre quelques-uns aussi, mais quoi qu'il en soit, je reviens quand même sur les limites. Doter justement nos forces de l'ordre de moyens, enfin de moyens juridiques qui leur permettent d'intervenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous font remonter, c'est qu'ils ne disposent pas de ces moyens. Et les propositions qui vous sont faites dans l'article 2 et l'article 3 le permettent. Donc c'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, je vous demande de bien considérer cette proposition de loi de manière à ce qu'elle puisse aboutir jusqu'au bout. Collègue, Monsieur Gay, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Ça fait toujours plaisir de venir ici parce que on s'aperçoit qu'il existe encore une droite et une gauche dans ce pays. Non mais nous pensons, mais vous avez raison, nous pensons que c'est un problème, c'est une question qui est posée. Nous pensons que c'est par la médiation, le dialogue, avec celles et ceux qui veulent faire la fête en toute liberté, mais aussi une grande partie d'entre elles et eux, tout en sécurité, notamment sur les questions liées à la prévention des conduites à risque, sur la question des agressions qui, je vous le dis, bon, ne sont pas l'apanage des rave parties. Hein. Moi, j'étais un adepte des férias. On pourrait aussi parler des questions des conduites à risque ou d'agression. Donc c'est une question qui, quand il y a une fête, qu'elle soit déclarée ou non, peuvent se poser, mais qu'il faut encadrer et accompagner. Ou alors, il y a une autre vision, c'est qu'en pensant que, en réprimant encore plus fortement, et c'était un certain nombre d'amendements, je ne dis pas qu'ils sont incohérents, vous suivez votre cohérence, mais de passer par exemple l'amende de 3 500 à 4 500, on pense que c'est en forçant la dose que les gens vont se dire, alors qu'ils sont aujourd'hui à la limite de la légalité ou dans l'illégalité, qu'on va leur dire d'un coup, parce que la loi serait plus dure, ils vont se lever un matin, ils vont dire, tiens, nous allons la respecter. Mais je vous le dis, mais ça c'est un débat de société, mais c'est presque un débat philosophique et politique qui anime la gauche et la droite depuis un moment. C'est qu'on pense que plus en durcissant les lois, plus la question va se résoudre. Et on s'aperçoit, je suis désolé de vous le dire, que c'est tout l'inverse. Donc, nous pensons que cette loi, nous pouvons la voter, nous la voterons contre. Elle est déjà inefficace parce qu'elle ne pose pas la question fondamentale, et j'y reviens. Mais là, vous êtes en toute contradiction, parce que vous votez toujours des budgets d'austérité sur les questions. Mais oui, sur la question des gendarmes, sur la question des moyens mis sur la médiation, notamment sur les questions culturelles, il faut être cohérent. C'est là où il faut mettre des moyens. Et donc nous aurons dans une quinzaine de jours ce débat et nous verrons. Mais je vous le dis, nous voterons contre parce qu'elle est déjà inefficace dans les faits, parce qu'elle sera inapplicable. Merci, chers collègues. Madame Gouache-Avin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors moi, je déplore une chose,
depuis longtemps, mais malheureusement encore une fois aujourd'hui, souvent la loi s'adapte à un état de fait. Et on essaye d'arranger les choses parce que des gens s'octroient des libertés par rapport à la loi et on essaye d'arranger les choses pour les faire rentrer dans une sorte de cadre. Moi, je veux bien. L'accès à la culture, je suis la première à le défendre. Malheureusement, j'ai déploré la présence de rave party dans ma commune de Cerdon, dans le département de l'Ain. 110 voitures garées en épi pour empêcher les forces de l'ordre et donc les pompiers d'accéder sur le lieu de la rave party. 110 voitures. Oui, mais enfin bon, quand j'ai contacté les gendarmes, ils étaient un petit peu démunis parce qu'il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. Et que faire de ces gens? J'ai vu des gens, des jeunes, émerger de fossés, couverts de boue, dans un état complètement second, avec de la musique, boum, boum, boum. Je veux bien que ce soit de la culture, mais ils étaient dans un état, je vous dis pas, hein, franchement, je suis d'un village viticole et j'ai jamais vu ça. Hein. Il y avait des gamins de 3-4 ans qui émergeaient du même fossé, dans le même état que les parents, au moins vestimentairement. Il y aurait eu un accident, je ne sais pas comment les forces de l'ordre auraient pu accéder. Aujourd'hui, on est obligé de mettre des barrières au bout des chemins, dans les chemins forestiers, dès qu'il y a une plateforme, dès qu'il y a une zone un peu plate, pour éviter justement ces regroupements. Moi, je trouve que ce texte, il a le mérite de mettre le doigt sur un problème. Il essaye de faire avancer les choses, parce que nos maires en ont ras-le-bol de subir ce que certains imposent et que la loi essaye d'arranger tant bien que mal. Alors la culture, oui, j'ai été prof d'art appliqué, donc je peux vous dire que la culture, je suis tout à fait d'accord. Mais quand je vois des gamins couverts de boue dans des situations de dangerosité qui sont extrêmes, j'ose pas vous dire ce que les gendarmes ont dû faire, fort de rien, d'aucune loi. On a mis sur la route tous ces gens qui étaient dans un état pas possible. Alors heureusement, il n'y a pas eu d'accident, ils sont allés se poser un peu plus loin pour attendre que ça se passe. Franchement, il faut faire avancer les choses et cette loi essaye, dans la mesure du possible, de le faire un tant soit peu. Merci pour nos maires. Merci, cher collègue. Monsieur de Bennay, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement dire que oui, s'il y a une droite et une gauche, il y a en tout cas un pôle central qui n'est pas tout à fait dominant ici et qui partage l'initiative et la mise en exergue de la problématique qui vient de la droite, qui partage les réserves qui viennent de la gauche et qui s'efforce à une synthèse et qui regrette de ne pouvoir voter pour ce texte parce que les objectifs sont les bons, mais les moyens, hélas, ne prospéreront pas. Merci. Madame Benbassa, pour explication de vote. Non? Pardon. Madame Cukierman. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je souhaite réagir à ce qui vient d'être dit, d'abord parce que, compris, c'est pas, je crois, tout à fait le débat que nous avons depuis le début de l'examen de cette proposition de loi. Et effectivement, oui, il y a un certain nombre de collègues maires qui se retrouvent en difficulté pour appréhender, pour gérer et pour, entre guillemets, faire suite à ce type d'événements que sont les rave parties. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été dit, on augmente finalement la question pénale, mais aujourd'hui, il y a déjà dans ce pays, on pourrait interdire le fait qu'il y ait des rassemblements sur des terrains non déclarés. On n'est pas non plus dans un pays où tout est possible comme on veut avec. Donc par rapport à ce qui a été dit, c'est exactement la discussion que nous avions eue avant, pour celles et ceux qui étaient là, il y a bien une question de moyens. Et donc de faire croire aux maires qu'avec cette proposition de loi, il n'y a plus de problème, je crois qu'on ne dit pas la vérité aux élus. Et le pire, avec tout ce type de proposition de loi ou ces types d'amendements, c'est donc de donner le sentiment qu'en renforçant finalement la sanction, on va réduire le nombre de personnes qui ne respecteront pas la loi. Or, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui, mais déjà au Moyen-Âge, en place de grève, c'est là aussi qu'il y avait le plus de voleurs. Donc quoi, c'est comme quoi, c'est quelque chose qui doit être inhérent à la question de l'être humain, de croire parfois que en renforçant la sanction, les gens vont soudainement se mettre à obéir et à rentrer dans la loi. Et ensuite, moi je crois qu'il n'y a aucune condescendance ni bienveillance à avoir avec ce type de rassemblement.
ils existent. Certaines personnes, pour utiliser le terme, s'y éclatent. Et j'ai envie de dire, on n'a pas à juger si la façon de faire ou de ne pas faire la fête est politiquement ou moralement correcte ou pas. Par contre, effectivement, comme dans tout rassemblement, des questions de prévention et de médiation en amont doivent être mises en place le plus et le mieux possible. Mais moi, je terminerai sur une chose et je ne voterai pas non plus cette proposition de loi, parce que je crois que sur l'organisation des rave-parties, le principe même, c'est le non-respect de la loi, et finalement, nous essayons de répondre avec des outils traditionnels à une organisation qui sort du traditionnel. Je crois qu'il faudrait parfois savoir inventer autre chose pour mieux répondre à cette vraie problématique. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais juste préciser que la proposition de loi émane de la demande de nombreux maires, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, et même de La République En Marche. Et il émane de beaucoup de nationaux. D'ailleurs, elle a été présentée et puis elle n'a pas été débattue à l'Assemblée nationale. Nous, au moins, on répond à l'attente de nombreux élus, de très nombreux élus, et le fait de replacer le maire au centre en demandant qu'il soit informé, car sachez-le, et vous le savez très bien, pardonnez-moi de vous dire sachez-le, mais sachez que la majorité des maires ne sont parfois même pas informés qu'il y a une rave-party, alors que les services ont été informés. Certains services d'État ont été informés. Le maire demande à être replacé pour être seulement informé, avoir des éléments à répondre à l'ensemble de ses administrés. Voilà ce que je voulais préciser une nouvelle fois. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. D'une minute, monsieur le président. Juste répondre d'abord sur redire que l'objectif du texte, madame Bory, c'est informer le maire. C'est tout. C'est une déclaration. Je crois que chaque fois que les forces de l'ordre ont connaissance de ces manifestations, ils le font. Là, l'idée, c'est d'obliger l'organisateur à le faire. Si éventuellement, on le connaît, s'il le fait, voilà, il faut... Ramenons les choses à leur juste proportion. Et l'information entre les forces de l'ordre et les maires, elle existe. Et l'accompagnement policier et de gendarmerie, je peux vous garantir qu'il existera toujours. Deuxièmement, on monte le niveau de répression en passant dans du délictuel, mais il n'y a pas de peine d'emprisonnement. Donc l'intérêt, encore une fois, opérationnel pour les forces de l'ordre, qui est quand même la garde à vue, la comparution immédiate, vous ne l'avez pas. Donc voilà, c'est la remarque que je voulais faire. Et donc, vous rassurez également le Sénat. Bien évidemment, policiers et gendarmes continueront à encadrer efficacement ces rave-parties comme ils le font déjà. Merci, monsieur le ministre. Donc je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi tendant à renforcer l'encadrement des rave-parties et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est adoptée. Cette proposition de loi ne sera adoptée définitivement que si le texte est mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et s'il est voté par les députés. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.